Bienvenue dans cette émission consacrée à une association formidable que j'aimerais vous faire découvrir, si vous ne la connaissez pas déjà, qui s'appelle Mécénat et Chirurgie Cardiaque, et à l'initiative de deux maires, le maire de Villepreux et le maire de Port-Marly, pour sauver 2 enfants. On va parler de tout ça avec Francine Leca. Bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes la fondatrice de Mécénat et Chirurgie Cardiaque. Je suis très très heureux de vous accueillir, très heureux. Otto Chétochine, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de cette association, Mécénat et Chirurgie Cardiaque. On va parler de l'histoire de cette association et de son rôle dans quelques instants. Et puis, les 2 maires dont je parlais à l'instant, donc Jean-Baptiste Amonique, bonjour, vous êtes le maire de Villepreux, et Cédric Pimbamarine, vous êtes le maire de Port-Marly. Bonjour. Et alors, vous êtes battu personnellement, on va voir ça tout à l'heure, pour sauver 2 enfants, c'est ça? Oui, tout à fait. Et là, on peut donner le résultat. Ça y est, vous avez récolté les fonds pour permettre de les sauver. On peut dire oui à ça. On peut l'annoncer. On est très fiers de vous annoncer ce matin que l'objectif est atteint. Et donc nous avons réussi à collecter ces 24 000 euros. Alors pas uniquement sur la seule opération du Half Marathon des Alors, Sciences. on va parler de tout ce que vous avez fait, parce que vous êtes engagé depuis plusieurs mois. On va sauver ces 2 enfants. Ça y est, vous pouvez sauver 2 enfants. On parlera aussi de la façon de les sauver, c'est-à-dire qu'il faut aussi des familles d'accueil pour les accueillir. C'est très important. Mais d'abord, on va commencer par présenter cette association qui s'appelle donc Mécénat et Chirurgie Cardiaque. Alors, avant de parler de l'association, on peut parler un peu de vous, Francine Leca, parce que vous avez un parcours absolument extraordinaire. Vous êtes la première femme chirurgien cardiaque en France, c'est ça? Pédiatrique. Pédiatrique, c'est-à-dire Et puis on n'est jamais le premier, vous savez, c'est pas important. C'est pas important. C'est pas important parce que vous êtes modeste en plus. Non. Donc vous êtes professeur de médecine. Comment vous êtes venu justement à la chirurgie cardiaque? Parce qu'on dit que c'est un métier où il faut être très costaud, très fort. Non, il faut être très soigneux et très délicat. Il ne faut pas être costaud. Non, c'est pas une chirurgie. C'est long, non? Souvent les opérations, c'est... Oui, c'est fatigant en ce sens que ce sont des interventions longues, mais il ne faut surtout pas être costaud. Il faut surtout être bien soigneux et puis bien avoir réfléchi à l'avance à ce qu'on va faire. C'est ça. C'est pas un métier physique, on va dire. Mais c'est un métier où ça peut durer effectivement des heures. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette spécialité-là? Écoutez, moi j'ai voulu faire médecine pour faire de la chirurgie. Donc vous voyez, au départ, je savais exactement ce que je voulais. Et ensuite, j'ai découvert en première année d'internat, j'ai fait un stage en chirurgie cardiaque et j'ai dit immédiatement, c'est ça que je ferai. Parce que j'ai trouvé, et je trouve toujours aujourd'hui, que c'est une chirurgie miracle. J'ai vu un cœur s'arrêter, un cœur ouvert, un cœur réparé et un cœur qui se remet à battre après plusieurs heures. On redonne la vie, quoi. Et j'ai dit, ça, c'est magique. Donc voilà, ça me plaît. Donc je voulais faire de la chirurgie cardiaque et ensuite, très vite, me suis orientée vers la chirurgie cardiaque pédiatrique parce que c'est une chirurgie de réparation. C'est-à-dire c'est des cœurs qui sont mal formés à la naissance. C'est ça, c'est des malformations. Et que on va remettre, je dis toujours, c'est un peu le Lego, on remet les pièces en place, voilà. Donc ça me plaisait beaucoup. C'est très particulier par rapport à la chirurgie. Ah oui, ça n'a rien à voir avec la chirurgie cardiaque adulte, en ce sens que l'adulte, il a des lésions d'usure, entre guillemets, alors que l'enfant, il naît avec sa malformation. C'est le cœur qui, au départ, a été mal formé. Et alors, vous êtes aperçu, évidemment, qu'il y avait des enfants dans des pays comme le nôtre qui pouvaient être opérés. Et puis, il y avait des enfants dans des pays où la médecine est moins avancée, si je peux dire. Enfin, et donc, il y avait une inégalité terrible. C'est-à-dire qu'il y avait des enfants qui mouraient alors qu'ils auraient pu être opérés, c'est ça? Mais oui, comme je vous le disais, c'est une chirurgie miracle, entre guillemets, en ce sens qu'un enfant très malade, vous le mettez 2, 3, 4 heures sur une table d'opération, il va renaître véritablement à la vie, parce qu'on a réparé la pompe, on a réparé le moteur, tout simplement. Et donc, c'est une chose qu'en France, nous savons bien faire, qui coûte cher. Je tiens quand même toujours à le préciser, parce que je crois que nous ne nous rendons pas compte en France de la chance que nous avons et du coût que ça a. Une intervention de chirurgie cardiaque, c'est entre 40 et 50 000 euros.
un cas moyen. Vous vous rendez compte, c'est considérable. Ouais. Personne ne sait ça. Personne. Oui, parce que personne ne le paye, vraiment. Ben voilà, parce que nous ne le payons pas. Ouais. Moi, vous savez, j'aime cette phrase, je dis toujours, on arrive à l'hôpital avec la carte verte et pas avec la carte bleue. Je vrai, tiens non, quand mais même vous avez à Non, mais faire... vous avez raison de le souligner. Mais je le souligne parce que j'y tiens fondamentalement. Moi qui vois la misère qui se passe dans beaucoup de pays à travers le monde où les gens meurent parce qu'ils ont 10 euros par mois pour vivre dans leur poche. Comment voulez-vous faire opérer un enfant du cœur? C'est strictement impossible. Il n'y a pas la sécurité sociale. Il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, Il n'y a rien. Alors, je me suis dit, on sait faire. Oui. Il faut trouver de l'argent, mais ça, l'argent, on en trouve. Ils en sont les témoins. Parce que les gens sont généreux, parce que les gens sont engagés, parce que moi je trouve que l'humanité, avec tous les mauvais côtés qu'on voit d'un côté, il y a aussi tous les très bons côtés qu'on voit. Et ce soir, enfin je ne sais pas si c'est ce soir ou ce matin. Dans la journée. Maintenant, on va parler que des belles choses de la vie, ça va nous changer un petit peu, de la générosité des mécènes, de la générosité des familles d'accueil, qui fait que on peut faire tourner cette association et en ce moment, on opère environ 350 enfants par an. 350 par an, c'est ça. Vous Environ. sauvez 300. Ouais, on s'était dit avec monsieur le directeur que un par jour, ça serait symbolique. Ah oui. Voilà. Et donc vous en êtes là. Et on y est. On y est. Formidable. Et alors, donc l'association est née en 96, 1996, hein, c'est ça. Comment l'idée quand vous créez cette association, c'est en effet ça, c'est de venir en aide aux enfants de pays où la chirurgie cardiaque. Voilà, les enfants meurent si on ne fait rien et on les fait venir. Ils sont dans des familles d'accueil. Ils viennent sans leurs parents dans des familles d'accueil. Ils sont opérés dans une dizaine d'hôpitaux. Essentiellement en France, mais on commence aussi à opérer un petit peu hors des frontières. L'association prend bien sûr tout en charge et au bout d'environ 1 mois et demi, 2 mois, quand tout se passe bien, ils repartent chez eux, transformés, guéris. Ils vont à l'école, on s'occupe ensuite de leur scolarité et voilà, c'est... Et quand ça a été créé, alors là, on est aujourd'hui en 2022, vous dites, voilà, on sauve à peu près 365, 370 enfants par chaque année. Au début, ça a été... Est-ce que vous avez appris des choses bien sûr. Dans le fonctionnement de l'association? Bon, bien sûr. Parce que c'est pas évident, quoi. Mais vous savez, comme tout dans la vie, c'est un pas devant l'autre. Hein. C'est quoi Oui. la vie? C'est je fais un pas, puis j'en fais un second, et puis un troisième, etc. C'est la même chose. On a commencé avec 2 enfants qui sont arrivés de Moldavie, vous voyez, c'est très symbolique, les tout premiers, qui étaient accueillis dans une famille d'accueil, qui étaient les parents d'un enfant que j'avais opéré. Vous voyez, on a commencé vraiment Oui, avec des connaissances, quoi. Mais absolument. Oui. Et puis, petit à petit, mais la quantité n'a jamais primé sur la qualité des soins, en ce sens que ce sont des dossiers qui sont étudiés de très près. Des services hospitaliers en France, nous avons une très bonne qualité de chirurgie cardiaque pédiatrique. Donc des enfants confiés à des services de très bonne qualité, un suivi très important, d'ailleurs on les suit tout au long de leur vie. Il y a des enfants, ça fait 26 ans que Mécénat existe, on a encore des nouvelles des premiers opérés. Ah oui. Oui, les petits Moldaves en question. Ah oui, c'est formidable. Parce que ce qui est important, c'est bien sûr de les opérer, de les guérir, mais de les suivre. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est vrai que oui, c'est ça, c'est des enfants dont vous avez... Enfin, Mécénat chirurgie cardiaque a sauvé la vie, quoi, quand ils étaient... Et qui sont là, qui ont une vie absolument normale. On en reparlera tout à l'heure avec les familles d'accueil. Au Tochétogine, il y a aussi... Alors, évidemment, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est ce dont vous vous occupez aussi un peu. Hein. Et la communication, c'est-à-dire... Et vous avez très vite... je trouve, été extrêmement fort en communication pour faire connaître l'association et surtout pour récolter des fonds. Oui, mais c'est vrai qu'on a aussi une chance, c'est qu'on a une fin heureuse dans notre histoire. C'est-à-dire c'est des enfants qui démarrent mal, l'histoire elle démarre mal, et puis à la fin elle se termine généralement très très bien, puisque l'enfant est guéri. Voilà, donc on est toujours parti de l'idée de dire qu'il fallait partager ce moment de bonheur d'avoir sauvé un enfant. Et dans toute notre communication, on ne parlera jamais d'un enfant malade, mais toujours d'un enfant guéri. Parce que le bonheur et la chance, il faut la partager. Absolument. C'est ce qu'on fait avec ces enfants. Et puis,
Après, on a rencontré la communication, le développement, c'est toujours fait avec des rencontres. On rencontre des gens. Généralement, on voit le bon côté des gens. Alors, on a une chance dans ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre pas que des gens chouettes, mais on rencontre toujours le chouette côté des gens. Puis là, on a eu 2 maires, en l'occurrence. Voilà, ça a pris 15 secondes. C'est un peu comme ça. On sauve un enfant. Allez, on sauve un enfant. Ben, une fois qu'on l'a dit, on le fait. On le fait. Voilà. Et puis après, il y a... De toute façon, tout ce qu'on fera ne sera que rien par rapport à ce que peuvent vivre ces enfants. Donc, si on commence à dire « Ah, ça va être un petit peu difficile », ça reste de toute façon plus facile que le reste. Et puis, c'est vrai que l'association s'est développée petit à petit. Et alors, vous êtes associé beaucoup à de grands événements sportifs. Là, vous étiez, je crois, au départ de la course du Rhum. Vous y étiez aussi, hein? Oui, on a eu la chance d'aller voir ça de près, avec un départ différé dont on commence à coutumier. Mais en tout cas, un très bel événement. Oui. Est-ce que c'est pas vous qui avez porté la poisse sur le mauvais temps? On y réfléchit sérieusement. On parlera tout à l'heure du semi-marathon. Et c'est vrai que vous avez souffert du mauvais temps, et la course du Rhum aussi était emportée à cause de la tempête. Mais c'est vrai que vous êtes toujours associés. Il y a la course du Rhum, mais il y a le Tour de France, il y a l'équipe de France de foot. Les 24 heures du Mans, il y a le marathon, il y a pas mal d'événements sportifs. Dans lequel vous êtes, quoi. Le marathon, absolument, le marathon de Paris. Oui. Bah, c'est des événements, c'est des événements qui sont sympathiques. C'est toujours un moment chouette. En fait, voilà, nous vraiment, c'est cette chance. Alors, on n'a pas été dans le sport vis-à-vis du souffle, du cœur des enfants. On a été là-dedans parce que ça nous a plu. On a rencontré des gens sympas. C'est un petit monde. Hein. On était ensemble à la course du Rhum, et puis finalement, on retrouve à peu près toujours les mêmes acteurs de ce milieu. Et puis on aime ça. Il faut aussi faire ce qu'on aime. Hein. Il ne faut pas toujours non plus que réfléchir. Il faut. Mais ces grands événements sportifs, ça permet quoi à l'association de se faire connaître, mais ça permet aussi d'obtenir des fonds. Oui, moi je pense que ça permet surtout, la première chose, c'est que ça permet de montrer que l'association est dynamique. Puisque notre association, elle a une spécificité, d'autres le sont aussi, hein. C'est son dynamisme. C'est-à-dire on n'a pas de subvention, on est obligé de trouver de l'argent, des solutions pour les enfants. Et donc on est toujours en mouvement, toujours dynamique. Et il se trouve que souvent, nos donateurs nous disent vous êtes tout le temps en train de faire quelque chose, on a envie de vous aider et de rentrer là-dedans. Donc les événements sportifs, ça permet évidemment de lever beaucoup d'argent, ça permet d'avoir une bonne image, mais ça permet de démontrer qu'on n'est pas une association qui est assise sur son tabouret, mais qu'on se donne du mal. Il faut se donner beaucoup de mal, hein, parce qu'être partenaire de ces associations, il faut mouiller le maillot, hein, c'est le cas de le dire. Mais je pense que ceux qui nous soutiennent, ils vont en parler, c'est de se dire, c'est une petite association familiale, hein, quand même, ça reste, mais on a la patate. On se donne beaucoup de mal et on a envie de se dire on va s'accrocher à cette chaîne de solidarité qui bouge. Enfin, c'est pas moi qui vais en parler, c'est vous. La force et puis la volonté de Francine. C'est mon fils, hein. C'est votre fils, je sais. Non, mais voilà, mais c'est. Mais c'est vrai, s'il ne rentre pas assez d'argent. Oui, ça. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de frapper les enfants, mais moi, j'en ai rien à faire. Hein, oui, c'était une autre génération. J'ai le relevé de notes le soir. Notre génération. Moi, mon époque, on pouvait. Parce qu'elle veut opérer beaucoup d'enfants, donc je suis obligé d'en sauver beaucoup. Elle faut sauver les enfants. En fait, c'est comme les deux pédaliers d'un vélo, quoi. On se motive. Non, voilà, je pense qu'on a de la chance, on a beaucoup de chance. Il faut la partager. Et les événements sportifs, c'est un moment de partage, c'est un moment d'action, c'est un moment où il y a des belles histoires. Et je trouve que ça correspond en tous les cas, à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire pas parler de la misère du monde, mais de parler de la chance qu'on peut avoir à notre petit niveau d'aider le long d'une course. Et c'est vrai qu'il y a ce côté humain formidable. Et Cédric et Jean-Baptiste, c'est vrai. Alors Jean-Baptiste, vous avez rencontré Francine justement sur le Tour de France, hein? Oui, effectivement. Sur le trottoir. De façon sur le trottoir. Sur le trottoir. De façon. On faisait le trottoir. On faisait le trottoir. Non, ils sont évidemment, ils vous l'ont dit, ils sont sur le Tour de France et on a la chance à Villepreux d'accueillir le passage du Tour depuis un certain nombre d'années maintenant. Et dans le village, au moment du passage de la caravane, il y a cette voiture mécénat chirurgie cardiaque qui se met un petit peu sur le côté. Alors, mon premier réflexe en tant que maire avec les élus et la police municipale, c'est de me dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de sortir du tracé prévu par les autorités. Et puis finalement, ils n'étaient pas loin de chez eux. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés, que Francine
m'a dit qu'elle habitait Villepreux et j'ai fait le rapprochement, on a fait le rapprochement avec l'association et on s'est dit il faut qu'on se revoie. Et comme le disait Orso, quand on s'est revus, sans mauvais jeu de mots, ça a quand même été un coup de cœur. Et en 15 secondes, on a décidé non pas d'aller sauver un seul enfant avec une ville, mais 2 enfants avec c'est vrai qu'ils sont formidables. Ouais, ils sont formidables. Eux aussi, ils sont formidables. Oui, On va se renvoyer c'est vrai que je comprends qu'on ait envie de se battre. Alors, d'abord pour cette cause qui est merveilleuse, c'est-à-dire sauver des enfants, et parce que vous insufflez, Orso et vous, Francine, voilà, une volonté, quelque chose de formidable, quoi. Hein, je trouve. Ils ont vraiment, mais c'est ça, on va pas se renvoyer la balle longtemps parce que non, vraiment mais, légitimement, mais parfois ça fait du bien de dire des des vraies choses, des bonnes choses parce qu'elles sont vraies. Exactement. Ils ont une formidable humilité parce qu'on le voit que la manière dont ils présentent l'association, une petite association formidable. Finalement, ce qu'on fait, c'est pas grand-chose. En fait, ce qu'ils font, c'est énorme. C'est énorme. Et on le constate en participant à différents événements. On voit, mais c'est énorme. On voit des acteurs mobilisés pour cette cause-là un peu partout. Et c'est vrai qu'on retrouve systématiquement un petit noyau un peu les mêmes et on comprend assez aisément pourquoi on a envie de s'engager pour ça, parce qu'ils partagent leur énergie. Francine a une énergie formidable et vraiment, dès le premier contact, moi j'ai rencontré par l'intermédiaire de JB, et dès le premier contact, il y a une lumière, il y a un truc assez exceptionnel. Oui, et d'Orson, on peut dire exactement la même chose. Le directeur général, ce qu'on fait, c'est pas compliqué. Mais si, ce que vous faites, si on parvenait à faire le quart de ce que vous faites, mais on serait écoute, Cédric, on va venir te donner un petit coup de main à la mairie. Oui, vous avez encore un peu de temps. Moi, j'ai toujours rêvé, et ça, c'est pas, je dis pas ça en l'air, ils le savent, parce que je le pense profondément. J'aurais adoré être maire. Et je réponds à Francine que ce n'est pas trop tard. Parce que je trouve que c'est une fonction absolument magnifique. Pourquoi ? Parce qu'on s'occupe, on est proche des gens, on fait tout pour aider les gens. C'est très multiforme, enfin je ne vais pas vanter votre profession, mais ça va de ramassage des encombrants dont on parlait tout à l'heure, jusqu'aux réunions, c'est un des aspects magnifiques de la politique qui s'occupe en direct des gens. C'est magnifique d'être maire. C'est ce que disent, c'est le lieu à portée de gifle, on dit souvent ça, mais non, c'est vrai que c'est ceux qui sont en contact avec les populations qui voient aussi le résultat de ce qu'ils font, quoi. Ce qu'on voit rarement. Mais enfin, vous parlez de ça, mais Otto, vous êtes, votre père était le maire de Saint-Nom. Oui, il était maire de Saint-Nom. Oui, donc vous connaissez bien les fonctions de maire. Non, c'est une belle fonction. Une très belle fonction. C'est vrai que et de voir des jeunes comme ça qui c'est pas étonnant, se donnent à fond, c'est très sympa. C'est très sympa. C'est pas étonnant quand on regarde des sondages. Alors souvent la classe politique est très critiquée, mais le maire reste encore surnage. Encore, c'est encore c'est la fonction préférée. Et là, ils sont jeunes, ils sont beaux, alors évidemment, forcément, ils sont. Un mot ça donne envie. Sur la chirurgie cardiaque, justement, dans les pays alors qui sont moins développés que les nôtres, est-ce que ça fait des progrès ? Est-ce que vous espérez aussi qu'un jour, il y aura peut-être moins besoin d'amener des enfants ici pour les opérer ? Mais regardez, Coluche, quand il a créé ses Restos du Cœur, il a dit, c'est pour quelques années, mais voilà ma réponse. Ouais. C'est-à-dire, mécénat a exactement 26 ans maintenant. J'ai vu des progrès en ce qui concerne la connaissance des malformations et le diagnostic, parce qu'avant d'opérer, c'est un diagnostic délicat, c'est un diagnostic précis. Et là, il y a eu un réel progrès. Mais la chirurgie reste encore un petit peu à la traîne. D'accord. Essentiellement pour des raisons d'argent. Voilà, c'est ce que vous disiez. Hein, je dis toujours que tout est politique dans un pays. Hein, c'est quand même on dit j'aime pas la politique, mais c'est quand même la politique qui nous gouverne. Tant qu'on donnera pas suffisamment d'argent, les hôpitaux sont... Bon. Alors, il y a des étrangers, je parle de l'Afrique, puisque beaucoup de nos enfants viennent d'Afrique. C'est vrai qu'il y a des Chinois, même des Français, enfin, tout le monde vient construire des hôpitaux, mais l'hôpital, c'est une coquille vide.
L'important, moi je dis toujours, j'aime mieux être opéré par un bon chirurgien sous une tente que par un naze dans un palais en marbre. Voilà. Ouais. Donc il faut la formation des gens. Pour ça, il faut que les gens soient payés. Il faut, enfin, je veux dire, on n'y est pas. Alors pour répondre à votre question, ça viendra. Bien sûr que ça viendra. Que ça viendra. Mais en 26 ans, moi je vois le problème depuis 26 ans. On a beaucoup progressé au point de vue qualité du diagnostic. Suivi des malades, etc., mais pas encore beaucoup, un petit peu, mais pas beaucoup au niveau chirurgical. Le coût d'une opération d'un enfant, c'est... Là, vous disiez 24 000 euros pour les deux, hein, c'est ça ? Oui. C'est à peu près 12 000 euros, c'est ça ? Non, alors ça, il faut bien le dire, c'est quand même des conventions que les directeurs des hôpitaux français ont bien voulu nous accorder. Et j'en profite pour les remercier, parce que pour beaucoup d'hôpitaux, c'est entre guillemets un peu un manque à gagner, mais ils ont accepté de jouer le jeu avec nous et donc de nous faire ce qu'on appelle des forfaits. D'accord. Parce que le plus dramatique quand vous opérez un enfant, ça peut durer 3 jours, mais il peut y avoir des complications et ça peut durer 1 mois. Donc, si on n'est pas dans un forfait, c'est mortel au point de vue financier. Et quand on annonce les 12 000 euros, ce sont des forfaits hospitaliers qui nous sont accordés. Et encore une fois, je remercie les directeurs des hôpitaux. Mais à la sécurité sociale, ça coûte beaucoup plus cher. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, c'est 30, 40, 50 000 euros une intervention. C'est le chiffre que vous donniez tout à l'heure. Mais vous savez, Patrice, dans une salle d'opération, vous avez une dizaine de personnes. Oui. On dit toujours ce qui coûte cher, c'est le matériel. C'est pas le matériel, c'est l'humain. 70% des frais hospitaliers, c'est les hommes et les femmes, c'est les humains. Oui, donc c'est plus cher que ça. Mais grâce aux accords que vous avez pu passer, voilà, avec 24 000 euros... Pour revenir sur ce qu'on disait avant, moi je pense que nous, notre cheval de bataille, c'est de former les gens, c'est pas d'aller opérer là-bas, parce que tous les enfants ne sont pas opérés, mais tous les enfants sont à soigner. Et le premier contact, c'est le diagnostic avec le médecin, qui s'il a une bonne formation, plutôt que d'envoyer l'enfant faire 2000 km pour aller voir un cardiopédiatre alors qu'il n'y avait pas besoin, c'est des coûts pour les parents, c'est très compliqué. Donc notre parti pris, on a un très très gros programme de formation, on a formé plus de 700 médecins aujourd'hui qu'on suit en ligne, d'être au plus près des enfants, de faire d'abord un premier diagnostic qui soit bon, et après de le rentrer dans un parcours de soins qui soit tracé. Mais il ne faut pas commencer le parcours de soins par la fin, il faut le commencer par le début. Et le début, c'est vous êtes dans un petit village, il y a un médecin qui n'a pas forcément d'électricité, mais on a mis des outils, on a mis une formation qui va lui permettre de ne pas se tromper, puis de l'envoyer à bon escient chez un autre médecin qui ne va pas se tromper, qui va l'envoyer à bon escient chez un autre médecin, et un jour, peut-être qu'il arrivera jusqu'à nous et on le prendra en charge. Donc on a plus à gagner pour ces enfants à être le plus près de la formation du premier contact que d'aller construire un hôpital dans lequel on a la moitié des enfants qui vont venir qui n'auraient pas dû venir. Parce que l'hôpital, quand vous devez vous taper 17 heures de bus pour venir 3 jours et trouver un hébergement, c'est-à-dire pour ces familles, ils vendent tout pour ça. Donc on a besoin d'être au plus près d'eux. Il ne faut pas réfléchir comme des Européens qui pensent que... Non, il faut réfléchir terrain. Le bénéficiaire, c'est l'enfant. Il faut partir de l'enfant. Il ne faut pas partir du... Enfin, on a beaucoup formé, on forme beaucoup. Comment vous êtes alerté sur les cas des enfants qui doivent être opérés ? Essentiellement par les médecins locaux au fil des années qu'on a connus, qu'on a, comme le dit Orso, qu'on a fait beaucoup d'enseignements. En allant sur place en mission, des missions d'enseignement. On a créé depuis un certain nombre d'années un enseignement à distance qui s'appelle le 5 sur 5. On a trouvé ce nom très amusant. Je vous reçois fort et bien, vous savez, le 5 sur 5. Et donc ce sont essentiellement eux maintenant qui nous envoient les dossiers. D'accord. Et donc, ils vous alertent sur le cas. Alors, ils nous envoient un dossier, on redemande des compléments d'examen, on essaye de les faire progresser aussi. Maintenant, dans la plupart des capitales, on peut avoir des scanners, donc ça nous permet de leur demander des scanners. Éventuellement, on les paye si les parents n'ont pas les moyens. Pour étudier, dans certaines pathologies, il faut absolument voir la voie pulmonaire pour voir si on peut réparer ou pas réparer.
Enfin, je vous cite cet exemple, mais il y en a plein comme ça. Donc, c'est qualité des dossiers qui sont envoyés, qui s'améliorent incontestablement d'année en année. Nos correspondants locaux, on le voit. On voit le progrès, on voit l'évolution, et on reçoit des dossiers bien ficelés qu'on étudie. On dit, bon, ben oui, à 99%, c'est le bon diagnostic, donc on prend l'enfant avec tel ou tel degré d'urgence, on va l'envoyer à tel ou tel endroit, et puis on le présente aux familles d'accueil, parce que je pense qu'on va en reparler, Patrice. C'est tellement important. Il faut bien savoir que la France, parce qu'on critique toujours la France, mais la France a une image incroyable en termes de humanitaire, qualité, non-intérêt, non-profit, c'est-à-dire... On construit pas des hôpitaux parce que on veut vendre nos produits. Donc les gens sur le pays, vous savez, ils le savent. Ils savent que les Français ont vraiment cette culture, cette expertise. C'est pas au rabais, c'est-à-dire ils vont avoir ce qu'il y a de mieux. Et à un moment, il faut quand même se envoyer des petits cocoricots parce que on critique toujours. Beaucoup, mais on a une image qui est pas si mauvaise que ça. Elle est même excellente en humanitaire. C'est fou en fait. C'est un pays fantastique. Sur ce volet-là, tout à fait. Sur ce volet-là, puis sur d'autres volets. Sur d'autres aussi, évidemment. Il faut être fier. Souvent, on est en train de fier des Français et fier du fait du bashing, de l'auto-bashing. On n'a pas photo. Alors, justement, on va parler de ça parce que c'est essentiel et c'est un des points sur lesquels vous travaillez beaucoup, vous aussi, aujourd'hui. Ce sont les familles d'accueil. Alors, certains sujets, parce qu'en effet, on a expliqué comment, voilà, les enfants, les dossiers vous parviennent, vous faites venir ces enfants en France, et il faut en effet des familles pour les accueillir, parce que ça va durer entre quoi, 1 mois et demi à peu près. À peu près 1 mois et demi. Alors, Patrice, je vous fais le trajet très rapidement. On reçoit le dossier, on dit OK. On va le prendre dans 3 mois, 4 mois, 5 mois. Il faut organiser évidemment les autorisations, les papiers, tout ça, ça prend du temps. Et je tiens absolument évidemment à citer nos amis d'Aviation sans frontières. C'est une association fantastique avec laquelle on travaille depuis le premier jour. Et c'est eux qui vont transporter les enfants. C'est-à-dire, ils vont sur place, ils prennent le petit Intel à Douala ou Bamako, ils le ramènent. Si l'enfant est dans un état précaire, c'est un voyage médicalisé, avec oxygène, avec souvent des infirmières, et ils le ramènent soit à Paris, soit directement dans les villes de province où sont opérés les enfants. D'accord. L'enfant vient sans sa famille. Oui. On ne va pas développer, mais on peut comprendre facilement que c'est ingérable pour nous d'accueillir les familles. Et en plus, les enfants sont beaucoup plus sages sans leur famille. Et puis les parents ont d'autres enfants. Hein. Oui. Donc ils arrivent, ils sont accueillis par les fameuses familles d'accueil dont on va tous parler, parce que moi j'en ai plein la bouche, c'est des gens exceptionnels. Mais c'est une charge très lourde, c'est-à-dire pendant 1 mois et demi, 2 mois, ces familles vont accueillir cet enfant qui est un enfant malade avec tous les déplacements à l'hôpital pour les consultations, les interventions, etc. La charge émotionnelle, la séparation au bout d'1 mois et demi quand l'enfant va repartir. Donc c'est une lourde charge que ces gens extraordinaires acceptent de façon merveilleuse. Et je peux vous assurer que les enfants qui viennent sont heureux comme c'est pas possible dans leur famille d'accueil. Alors, justement, j'ai rencontré hier une famille d'accueil qui est à Gambé. C'est Catherine et Gilles Blanchard. Ils ont accueilli 6 enfants depuis le début et ils vont accueillir bientôt, réaccueillir un enfant qui a été opéré quand il avait 3 ans. Et puis, évidemment, quand les enfants grandissent, c'est pas que ça s'est mal passé, mais c'est qu'il faut changer. Dans certains cas, pas ça... fréquent, il faut le signaler quand même, mais dans certains cas, il y a nécessité d'une réopération, effectivement. Et ils vont réaccueillir cet enfant qui avait 3 ans la première fois, il a 10 ans aujourd'hui, donc ils sont très heureux. Et alors, j'ai fait une émission avec eux qu'on pourra voir dans quelques jours. Ils racontent en effet les premiers contacts. C'est pas forcément facile dans les 3-4 premiers jours, parce que les enfants, évidemment, ils arrivent dans un monde qu'ils ne connaissent pas, dans une famille qu'ils ne connaissent pas, et puis peu à peu le lien se fait, et devient absolument formidable. Et on va regarder juste un petit extrait, là où ils parlent du moment où ils les ramènent, c'est fini, ils les ramènent à l'aéroport. C'est terrible. Oui. Pourtant, ça n'a pas duré si longtemps, mais il y a un attachement qui s'est créé. Et quand ils repartent, on les ramène à l'aéroport, ils repartent avec leur petit sac à dos, ils font comme ça, on reprend notre voiture, on ne se parle plus.
Et on pleure. C'est étonnant. C'est étonnant. Surtout les premiers enfants. Après, Il y a peut-être une petite habitude. une petite habitude en disant, allez. C'est bon, Oui. c'est pas nous. Oui. C'est vrai Mais que les premières, Aïcha, Aïcha, la et, première petite fille Owen, qu'on a accueillie, on était détruits quand elle est c'est repartie. fou, hein. Ouais, C'est extra. c'est extraordinaire. On monte dans la voiture, on se parle plus. Ouais. La somme d'émotions, cette Et phrase, vous elle a les, tout vous les dit. voyez, quoi, qui s'arrêtent et qui Ouais. se mettent à avoir Ouais. des larmes, quoi. Parce Ils ont l'air que, heureux quand même. hein, Ils ont l'air heureux. Ils sont très- ont pleuré, ouais, ouais. mais alors Ah ouais, les ils sont- souvenirs sont On heureux. l'a vu ce week-end, sur la route du Rhum à Saint-Malo. Il y avait une famille d'accueil qui était là avec ce jeune Malien dont j'ai oublié le prénom. On a Dibi. vu Dibi, oui. qui était là pour le baptême du bateau. On a vu cette famille d'accueil totalement engagée, mobilisée et puis finalement très heureuse de faire ce qu'ils font. Avec ce même sourire. Et le plus formidable, c'est de voir le sourire du petit, quoi. Le petit. oui, absolument. Mais alors, eux, ils font un truc très mignon, c'est-à-dire qu'ils font un petit livre de photos qu'ils donnent Ouais. à l'enfant quand il repart. Et c'est vrai qu'on voit, l'évolution, c'est-à-dire que entre le moment où il arrive, et c'est vrai que, et c'est ce que vous dites souvent d'ailleurs, et c'est le réflexe de tous les parents, quand les enfants commencent à bien manger, reprendre l'appétit, tout ça, et, ça y est, on se dit, ça y est, c'est bon, quoi. Bien sûr, bien Hein. sûr, bien sûr. Bien sûr, Et- c'est les enfants qui sont heureux dans leur famille d'accueil. Très Alors, heureux. il faut savoir, alors vous avez raison de le dire, hein, c'est un investissement de temps. Ah, énorme. Parce qu'il faut l'amener, en consultation, à l'hôpital, etc. Enfin, parce que les enfants sont suivis, évidemment. D'abord, avant l'opération, il y a des examens, il y a l'opération, et il y a le post-opératoire. Hein. Bien sûr. Donc, voilà, il faut savoir que c'est du temps, mais quand on voit le bonheur de ces gens-là, on se dit c'est formidable, quoi. C'est difficile à trouver, les familles. Bah écoutez, Grâce aux émissions comment de vous télé. dire, avec vous, Patrice, ça va devenir facile. Non, mais Non, j'espère, mais... il faut faire un appel parce que voilà, on est beaucoup là pour ça aussi. Oui. Il faut faire un appel, devenez famille d'accueil, aidez-nous à accueillir des enfants. Parce qu'évidemment, mécénat, on opère doucement mais lentement, chaque fois un petit peu plus d'enfants, un petit peu plus d'enfants. On augmente notre courbe, elle est croissante, Dieu soit loué, pas trop mais un petit peu. Il faut renouveler les familles, il y a les familles qui ont beaucoup accueilli, des gens qui ont des problèmes à l'intérieur de leur famille qui ne peuvent pas accueillir. Donc il faut un renouvellement permanent. Et donc oui, nous avons besoin de familles d'accueil. En clair, oui. Absolument, ouais. Mais je pense, enfin, il faut vraiment Ça, oui. aider les gens. On sait qu'il y a plein de gens qui ont envie de le faire. Ils hésitent un petit peu. Et donc, ces émissions nous permettent de vraiment d'aller leur dire, passez le cap, et surtout qu'ils sachent que chez Mécénat, vous avez vu, c'est une petite association familiale, qu'on le veuille ou non, mais dans l'état d'esprit surtout, parce que, après, petite association familiale, on fait équipe avec eux, c'est-à-dire ils sont jamais seuls, on est Voilà. tout le temps là. On est à leur côté, c'est eux qui vont accueillir en toute liberté, c'est-à-dire on n'est pas là pour vérifier si les pâtes étaient bien cuites, ainsi de suite, comme ça. Mais il y a tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a toujours un traducteur si l'enfant ne parle pas la langue. On est à côté parce que ces enfants, c'est nos enfants, on est ensemble dans la même chaîne. Il ne faut pas que les gens aient peur en disant « je ne vais pas y arriver ». Bien sûr qu'il y a un moment qui est difficile, la séparation. Moi, j'ai été famille d'accueil aussi, donc je sais ce que c'est. Effectivement, la route de Roissy, elle est longue. Hein. Oui. Mais c'est des souvenirs, c'est tellement fantastique que les gens se disent « allez, s'ils nous écoutent aujourd'hui, s'ils disent « ah, j'ai toujours voulu le faire », faites-le. On est là avec vous, on sera à vos côtés, on vous aidera, on vous aiguillera, on vous laissera la liberté de profiter comme vous avez fait avec vos enfants. Enfin, quand on a des enfants, au début, on n'a pas le mode d'emploi, hein, il n'arrive pas avec un mode d'emploi. Là, c'est pareil, mais on fait équipe. Hein. Nous, vraiment, l'histoire, C'est ça, ils sont pas- on est ils une sont chaîne pas de seuls, solidarité, c'est pas, on fait équipe. Et on était ensemble, je pense que vous avez vu qu'on est vraiment très, très, très présents avec Ouais. eux, parce que... c'est un bien commun, les enfants, donc voilà. Ces émissions nous permettent de le dire. Des gens qui regardent veulent devenir famille d'accueil, c'est simple d'aller sur le site
C'est super de simple. mécénat ils nous chirurgie appellent. cardiaque, hein, Voilà. et de prendre contact. Et voilà, et puis de discuter. Et puis après, on discute. Ils ont envie tout de suite, ils ont envie plus tard, ils ont encore des freins, ils ont. Oui, c'est pas forcément pour le mois qui vient. Pas hein, du tout. Là, voilà, j'étais avec On les une reçoit personne, 2 fois, Oui. on les reçoit 2 Avant. fois. J'étais Avant, avec une bien personne sûr, qui oui. m'a dit je pense que c'est bon, c'est décidé, ça sera au mois de juin, parce qu'elle avait un problème avec sa sœur, elle devait trouver une solution, qui avait des petits problèmes. Enfin bref. Mais il faut franchir ce pas. C'est comme quand on décide de faire le half marathon des sables. On peut regarder les plaquettes toute sa vie, puis à un moment, il faut mettre les chaussures et se mettre à courir. Voilà. Quoi. Et puis une fois qu'on est parti, quand vous êtes parti, vous êtes dit, je pense que le premier kilomètre, vous êtes dit, nom de Dieu, il a encore temps de faire demi-tour. c'est On va en à la parler, moitié des justement. kilomètres, on se dit, bon, tant qu'à faire, on continue. Mais on y va, et puis on y va, et on est, Mais c'est vrai que on est aidé. Les Blanchard là, m'ont raconté l'histoire de gens, d'une dame qu'ils connaissent, qui a pris un congé sans solde pendant quelques mois pour pouvoir accueillir. On a de plus en plus de c'est ça. formidable. Des gens de plus en plus jeunes qui veulent pas attendre la Oui, retraite. ça, c'est pas. pour- Parce que vous dites souvent, Francine, le beau créneau, c'est les jeunes retraités, parce qu'ils Ah oui, ils sont encore le actifs. jeune ils- retraité, pour moi, c'est le rêve. Parce que c'est le bénévole. Mais il y a des plus jeunes aussi. Écoutez, on a Mais- eu la première famille en télétravail. Il avait 3 jours de télétravail, sa femme avait 2 jours de télétravail. Ils ont fait la somme, ils ont dit ça fait 5 plus le week-end 7. Et ça a marché, ils ont accueilli leur enfant. Oui. Comme quoi, même dans le télétravail, il y a du positif. Il y a Non, mais dans nos familles, il y a des Vous jeunes. ne pouvez il y pas a- trop télétravailler, hein. C'est plus compliqué. Mais vous avez raison, Patrice. Hein. Merci à vous et à TV78 parce que ça nous permet de rappeler à Francine et Orso l'importance des familles d'accueil et nous Oui. lancer un appel Non, c'est un appel, oui. également, puisque l'idée c'est donc de sauver 2 Vous enfants. avez la possibilité de sauver 2 enfants, maintenant il faut Et des familles on pour les aimerait accueillir. beaucoup avoir une famille d'accueil dans chacune de nos villes. Il semblerait que ça soit plutôt pas mal embarqué du côté de Port-Marly. Mais ce sera aussi le cas du côté de Villepreux. Mais même. vous y êtes engagés, les maires. Donc, On va y arriver. en fait, vous n'avez pas de solution, il faut y Je profite arriver. de hein. l'occasion. Non, mais finalement, c'est vrai que trouver une famille d'accueil, ça demande autant d'énergie et d'implication que d'aller collecter les fonds. Hein. Absolument. C'est important. Parce que c'est un engagement essentiel. Et bien justement, on va parler de ce que vous avez fait. On va parler de cette association que vous avez créée qui s'appelle donc les Élus du Cœur. Exactement. Absolument. Alors votre engagement, on l'a évoqué tout à l'heure, vous avez rencontré Francine Lecas sur le Tour de France. Mais enfin, comment vous êtes dit, tiens, on pourrait peut-être l'aider et des mécénats. C'est vrai qu'au début, on n'était peut-être pas parti sur un projet de cette ampleur, mais lorsqu'on s'est rencontrés et que Francine et Orso m'ont présenté l'association comme ils viennent de le faire dans cette émission, tout de suite, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Ma première idée, c'était de dire, j'ai une course annuelle qui s'appelle la Villepreuxienne, Oui. et donc c'était de reverser les recettes de la course à l'association. Et puis je lui ai demandé à Francine combien il faut pour sauver un enfant. Elle dit 12 000 euros. 12 000 euros, une petite course, on n'y sera pas. Et donc l'idée, c'était d'impliquer la ville à travers une multitude d'événements, des concerts, le cross du collège, des choses comme ça. Comme j'aime pas faire les choses seul et que pour le coup, là, le mieux n'était pas l'ennemi du bien, on s'est dit on peut peut-être faire 2 enfants à 24 000 euros. J'ai appelé Cédric, j'ai dit est-ce que tu nous suivrais avec Port-Marly? Il a tout de suite dit oui. Et l'autre étape de la réflexion, c'était de dire si nos villes, associations scolaires, entreprises, commerçants s'engagent dans cette aventure, il faut qu'on puisse quelque part nous aussi montrer l'exemple et qu'on mouille le maillot. Et qu'on mouille le maillot. Avant de parler de vous et de ce que vous avez fait, comment ça a été accueilli justement par les habitants de vos villes? Non, c'était super bien accueilli. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a porté. C'est une partie de ce qui nous a porté jusqu'à la fin. On redoutait un peu parce que même avant de parler du défi, il fallait organiser des événements, puis organiser à la marge des événements qu'on avait l'habitude de mener. Et finalement, ça a tellement bien pris que parfois, là, on a encore des initiatives qui arrivent. Il y a une chorale au Port-Marly le 25 novembre. Et il y a des initiatives spontanées de personnes qui disent « moi, je veux faire mon événement et je veux le faire au profit de votre projet ». Il y a eu ça. Il y a des commerçants aussi qui vous ont aidé. Qui vous ont équipé. J'ai appris il y a 3 jours, on a le Festigeux à Villepreux qui a lieu le week-end prochain, sur une journée où donc, le jeu est mis
en lumière sous toutes ses formes. Et là, il y aura quelque chose qui va se faire aussi au profit de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque avec les associations partenaires. Voilà. Des choses que nous n'avons pas impulsées pour le coup, mais qui se font. Et au-delà de nos villes, je vois, il y a des villes voisines, pareil, le PEC m'appelle, c'est génial, on va faire un truc pour Mécénat. C'est bien. Et on va Mais vous savez, quand moi j'entends ça, physiquement, j'en ai des frissons. Mais c'est vrai, hein, c'est pas de la blague. Je trouve ça formidable. Absolument. Mécénat, bon, on sauve des enfants, mais on rencontre des gens bien. Exceptionnels. Voilà. Oui, il y a des gens bien. Voilà. Et c'est vraiment, je trouve que c'est un des grands plaisirs de la vie, rencontrer des gens bien. Alors, dans ce que vous avez organisé, alors il y a eu, vous parlez de la course ville tricolore, ça oui, il y en a eu plusieurs. Il y a des concerts que vous avez organisés. Il y a eu un dîner de gala. J'ai eu le plaisir d'être. Orso était là aussi. Et c'est vrai que ce dîner de gala, il y avait une vente aux enchères, je me souviens. Et j'ai été frappé par la générosité des participants. Hein. On a fait 9 000 euros de collecte sur ce gala. Sur ce gala-là, ouais. Tout confondu, avec la vente aux enchères notamment, mais l'ensemble des œuvres sont partis. Et puis les gens payaient leur dîner, enfin, etc. C'est ce qui permettait de... Mais au-delà de ça, c'était sympa. Et c'était sympa. C'était très sympa. Non, mais parce qu'on peut avoir un dîner qui rapporte et qui est pas sympa. C'est un peu chiant, oui. Mais les gens étaient sympas. Tout le monde était content d'être là. C'est pas mal de nos jours. Ouais, c'est pas mal. De faire quelque chose de sympa, parce que nous, c'est comme ça à l'origine ce qu'on cherche. Non, mais vous avez raison. Et Cédric peut vous le dire, moi, ce qui m'a vraiment épaté, c'est à quel point... quelques images en même temps. À quel point cette initiative a réussi à fédérer très largement. On avait des collègues élus, il y avait des entrepreneurs, il y avait des associatifs, il y avait des citoyens sans qualité, sans fonction particulière, mais tous là pour la même cause, et je remercie encore les Pyramides qui nous ont accueillis. Absolument. Qui vous ont accueillis et qui ont fait cette... C'est vrai que vous avez raison, au-delà de la vente aux enchères, au-delà des fonds récoltés, il y avait une très bonne ambiance, les gens étaient heureux d'être là, et peut-être heureux d'être là pour une bonne cause aussi, hein. C'est ça. Il y a quelque chose humainement qui se passe dans ces moments-là. Oui, absolument. Et c'est peut-être ça le plus formidable. Oui. Alors on n'oublie pas le nerf de la guerre. Il fallait qu'on récolte quelquefois. On ne doutait pas de la générosité humaine des personnes J'étais très frappé par ça. Mais en revanche, oui, c'était impressionnant. Mais ça a été le cas sur ce gala, comme ça a été le cas sur la course dont on parlera après. Et on peut en parler si vous voulez. Alors, moi, je dis ça parce que j'en fais beaucoup des dîners de gala. Alors, il y a des dîners de gala, une fois que le dessert est fini, tout le monde se carapate. Non, là, les gens sont restés. Et là, il fallait presque dire, les gars, il faudrait débarrasser l'équipe. Parce que et les gens n'étaient pas obligés. Et vous savez c'est un indicateur. Mais c'est des indicateurs aussi simples que ça. Et parce que vous êtes chouettes, et puis vous avez réuni des gens chouettes qui se ressemblent, s'assemblent. Et puis voilà. Et ce qui est super sympa, c'est de voir qu'un grand chef d'entreprise va pouvoir faire un don en restant anonyme. En restant anonyme, et c'est ça que j'ai trouvé assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'il aurait pu vouloir une communication. Nous, on lui a posé la question, est-ce que l'entreprise doit figurer sur le maillot qui était là, je lui ai demandé s'il voulait dire quelques mots. Il se reconnaîtra, mais c'est un voisin. Je le remercie parce que grâce à lui, on a quand même réussi à atteindre cet objectif de sauver des enfants. Mais en parallèle, on a aussi des personnes, des particuliers, je disais sans qualité, qui ont donné 10, 20, 30 euros. Et mis bout à bout, tout ça permet de... Il y avait quelques footballeurs aussi qui ont été... les amis de monsieur le maire. Qui ont été très très généreux. Et puis qui ont participé. Un redoutable défenseur central. Ah bon? C'est vrai? Il n'y a aucun ballon qui lui échappe de la tête. Ouais, c'est vrai qu'il est... Ouais, c'était quoi, libéraux? J'ai joué libéraux, j'ai joué latéral aussi. Ah, d'accord. Ah, pas mal. Je guettais hier. Je ne vous ai pas vu dans la liste de Deschamps, là. C'est une erreur, il corrigera. Alors, parlons sport. Allez. Puisque, donc, il y a eu ce semi-marathon, on appelle ça semi-marathon des sables. Le Half-marathon, voilà. Half-marathon des sables. Alors, il faut raconter ce que c'est, ce marathon des sables.
Alors d'abord, comment vous avez eu l'idée d'aller faire ça? Je te laisse commencer. Sur ce que c'est une expérience de fou, mais vraiment dans tous les sens du terme. Et humainement, c'est une expérience incroyable. Alors, généralement, les trucs fous, ça vient de JB. Je le dis, je le redis, je le redirai. Ça vient de JB. Et puis, vous verrez, il y a d'autres idées de fous qu'il a. Et donc, c'est vrai qu'il m'appelle il y a quelques mois de ça. Finalement, ça a été assez court en préparation, mais ça nous a permis de tenir pour me proposer de faire, et vous le disiez tout à l'heure, de faire un semi. Le half. Half, moi, j'ai tendance à traduire en semi. Vous avez dit, c'est un semi-marathon. J'ai 20 km, j'ai déjà fait 42, ça devrait aller. Bon, il y a un peu de conditions à regagner. Un peu, et puis voilà. Et puis non, c'était 120. Voilà. C'est raconté, c'est 120 km, oui. Ouais. 120 km. Ouais, alors, bon, en deux mots, je rejoins déjà ce qu'a dit Cédric. Aventure humaine, avant même d'être sportive, aventure humaine exceptionnelle. On a rencontré des gens de toutes les nationalités, de tous les horizons. D'ailleurs, un certain nombre de coureurs, de participants, certaines célébrités, certains influenceurs qu'on a retrouvés sur la route du Rhum. Donc ça montre aussi la fidélité à Mécénat. Mais on a fait des rencontres qu'on n'aurait jamais pu faire dans un autre cadre. Moi, je prends juste une petite anecdote, mais j'ai en mémoire les 10 derniers kilomètres de la première étape où je me retrouve à courir avec un type qui s'appelle Marc, un Anglais, que je ne connaissais pas, qu'on ne se connaissait pas, et puis on avait à peu près la même cadence. On était au bout de la première étape des 163 bornes, et on s'est dit, on court ensemble les 10 derniers pour pouvoir franchir la ligne d'arrivée ensemble. Et je crois que depuis ce jour, il connaît toute ma vie, je connais toute la sienne. C'est assez hallucinant. Il a fait un don. Oui. Et c'est ça qui est... En plus. il y avait un grand nombre de participants qui étaient là aussi pour des associations. Oui, et en fait, on s'est tous donnés entre nous. Oui. Il y avait des personnes qui étaient là pour un combat contre la maladie de Charcot. Il y avait une femme assez exceptionnelle pour un enfant atteint de maladie aussi, donc elle a essayé de collecter des fonds pour le petit Clovis, Morgane. On lui a fait un don, elle nous a fait vraiment donc il y avait une solidarité. Et sur la course, qui a été un petit peu perturbée. Alors, néanmoins. c'est ça, parce que vous arrivez, en principe c'était sur 4 jours, et manque de peau, il y a la tempête comme sur la route du Rhum. Excusez-nous. Je pense qu'il faut faire gaffe quand vous allez avec eux. Et donc, c'est plus 4 jours, c'est 3 jours. Ouais, déjà on arrive, on est quand même aux Canaries. Donc, dans les 4 jours, il y avait un jour de repos. Normalement, c'est pour ça on arrive sur l'île des Canaries de Fuerteventura, on s'attend à un peu de vent, mais on s'attend à du soleil. On sort de l'aéroport, c'est le déluge, il y a d'ailleurs des images qui le montrent. On se dit qu'on n'est pas aux Canaries. On se dit qu'on n'est pas aux Canaries. Cédric commence à me dire qu'est-ce qu'on fait là. Et finalement, on arrive le dimanche. On devait partir le lundi sur une étape d'à peu près 20 km. On devait faire une étape d'à peu près 20 km. La deuxième journée, une étape longue, un jour de repos et la dernière étape. On n'a pas pu partir le lundi, alerte rouge sur l'île. Donc l'organisation nous réunit en disant on vous redonne rendez-vous lundi soir pour savoir si on peut partir mardi. Demain. Lundi soir, la bonne nouvelle tombe. Il y a eu c'était très pesant comme ambiance. On avait hâte finalement de commencer. Donc on discutait avec les participants. Est-ce qu'on va pouvoir partir? Nous on était là aussi pour Mécénat. Donc on avait eu peur de l'annulation de la course. Et finalement le mardi matin on peut partir. Sauf que le lundi soir ils nous annoncent on fait tout sur 3 jours. Donc pas de journée de repos, et l'étape longue qui devait être sur la deuxième journée, et vous la commencez tout de suite. C'est la première. Donc les 63 bornes. 63 bornes. Oui. Comment on fait? Vous êtes arrivé dans quel état? Un pied devant l'autre, un pied devant l'autre jusqu'au bout. Finalement, vraiment, les 63 km de la première journée, c'est pas, il faut une certaine condition, mais on y va, et puis on a l'objectif, et puis on pense. Moi, les premiers kilomètres, j'aime raconter, les premiers kilomètres, on y va, on se lance, et puis on a encore tous les dossiers, les mairies, le boulot. Ah oui, le boulot on pense encore à son boulot. On pense encore à tout ça. Et puis vient un moment, là, on déconnecte, et puis on se rend compte qu'autour de soi, on a des gens, il y a des coureurs formidables qu'on commence à découvrir, il y a des paysages extraordinaires. Et là, on se dit, attends, relâche, et vas-y, t'as ce défi-là, et t'y vas. Et t'y vas jusqu'au bout, et voilà, on termine. En plus, vous êtes pervers parce que vous avez engagé votre père dans et merci c'est un peu une affaire de famille aussi de ce côté-là. Et il a... Votre père a 60 ans, c'est ça? Ouais, c'était l'année de ses 60 ans, il les a eu en juin dernier, il m'a épaté. Il a fait le Alpha avec nous. Il finit. Alors il y avait la possibilité de faire
40 sur la première journée et pas aller jusqu'au bout des 63. D'accord. Il est parti blessé. Donc, comme il fallait qu'il termine les 3 jours, c'était l'objectif. Il s'est arrêté aux 40 D'accord. sur la première Oui, étape. c'est rien, là. Mais non, c'est surtout que moi, nous, on n'y était pas du tout pour le classement. Mais le Saligo, il finit quand même 27e sur 275 sur le format 100 km. Nous, on était sur le format 120. Donc, il a vraiment performé. vachement Il bien, s'est ouais. éclaté. Je crois que si on lui proposait de repartir, il Il le repartirait. ferait. Mais on a vécu aussi tous les trois quelque chose d'assez intense. Et honnêtement, quand on rentre, on a replongé tout de suite dans les dossiers, comme le disait Cédric. On était à la tâche immédiatement. Bien sûr. Mais c'était pas facile de s'en remettre. Ouais. Pas physiquement, hein. Oui, c'est plus Émotionnellement, un peu que- comme on que- disait quand les ouais. familles d'accueil doivent se séparer Ouais. de l'enfant. Quand on a vécu quelque chose De si fort, d'aussi oui. fort sur une courte période avec les mêmes personnes, unité de lieu, unité de temps, unité de personnes, je sais pas pour toi, mais voilà, moi il y a eu un petit pincement au cœur pendant quelques jours quand même. Avec un truc, c'est de repartir. Les familles d'accueil, quand C'est vrai. ils disent Oui, c'est ils difficile en la prennent d'autres, séparation, on leur dit absolument. le seul remède, c'est d'en reprendre un D'en autre. prendre Et c'est d'autres, comme ça ouais. qu'ils arrivent à 5-6 enfants. Oui, oui, c'est vrai. C'est la preuve que voilà, il se passe quelque chose. Quand il y a quelque chose de bon, de on a très envie de fort, ouais, recommencer, absolument. Oui, quand même, mais ça m'impressionne, moi, 60 km comme ça. Le soir, vous étiez mort ou comment Et bizarrement, le soir, tellement chargé d'adrénaline qu'on se retrouvait, on se retrouvait le soir à pas pouvoir dormir quand même. C'est vrai. Non. Sachant qu'il fallait repartir le Ah, lendemain. le lendemain, oui. Le lendemain, on dormait quelques heures quand même, mais vraiment le temps de repos était très court, tellement chargé, et tous les soirs, jusqu'au dernier soir que... On a, Cédric le disait, on a fait une préparation courte, mais néanmoins qui a été utile pour nous. Je pense notamment aux entraînements avec le sac, parce qu'il fallait quand même se coltiner les 8 à 10 kilos par jour. Même si la partie bivouac a été un petit peu bouleversée. Oui, à cause du temps, c'est ça. Ouais. En Là, principe, vous voyez à deviez l'écran, monter la tente. ça, et- ça, c'est ouais. ma tente. Donc on a joué le jeu du camping, on a joué le jeu de manger la nourriture lyophilisée aussi. Oui, qui vous avez été préparé. Qu'on avait emmené avec nous surtout. Ouais. Donc on avait tout le Enfin, c'est package. quelqu'un de chez vous, donc, qui l'avait préparé, non c'est pas... Non, en fait, Non. on avait eu une dotation, Dotation, c'est dans ça. cet élan de générosité, parce qu'on a aussi. C'est ça, dans ce que je veux dire, voilà, des ça vous a partenaires. été Oui, je pense notamment à donné, quoi. Decathlon, qui nous Oui, a c'est fait ça. une dotation en repas lyophilisé. L'Endurance Shop de Bois d'Orcy aussi, qui nous a équipés avec Laurent, qui est un type aussi formidable. Mais voilà, il a fallu appréhender le terrain, les passages entre la caillasse, entre le sable. Il y a des moments où on n'est pas bien. Je veux dire, quand on fait la première étape, 63 bornes, la course, de toute façon, sur des distances aussi longues, il y a des passages à vide, il faut savoir les surmonter, Bien il sûr, faut repartir. oui. Et là, c'est là où Cédric le disait, c'est formidable. Il y a toujours un moment, une rencontre, une discussion. C'est ça. Quelqu'un qui est là pour nous ramasser au bord de la route et dire on y va, on continue. Et puis la personne, on va peut-être nous la recroiser 20 bornes plus tard. C'est elle qui va être en difficulté. On va lui allez, vas-y jusqu'au bout. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est ça, vous avez aussi rencontré des gens bien, quoi. Avec qui on a gardé contact en plus. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça, c'est formidable. Alors, l'étape suivante maintenant, ça y est, hein, donc les fonds sont récoltés. L'étape, on le rappelle, c'est la famille d'accueil, c'est les familles d'accueil. Il faut trouver. Vous, les étapes suivantes, elles sont tous les jours. Pardon. Les étapes suivantes, c'est tous les jours chez vous. Oui, c'est tous les jours, bien sûr. Je pense que l'étape, après, une fois qu'ils auront trouvé la famille d'accueil, une fois qu'on aura opéré l'enfant, les 2 enfants qui vont sauver, c'est de faire une belle fête, parce que c'est pas anodin de sauver des enfants. Non, c'est bien. Donc ça, c'est les derniers... là, on va mettre la sauce, parce qu'on sait qu'on a des mères qui sont très festifs. Donc j'ai les équipes municipales m'ont dit, vous allez voir, quand on va fêter la fin du challenge, ça va être quelque chose Alors, de chouette. Votre association, Oui, qui s'appelle Les Les élus du cœur. Est-ce que Il vous faut en allez dire un mot. récupérer toutes les villes Il faut- des Yvelines Ah oui, C'est le but, quand vous avez même. mis- C'est toujours un but. Oui, parlez-nous des élus du cœur de cette On a de la association. suite dans les idées. Ouais. Patrice, quand même. On espère déjà récupérer un maximum d'élus, mais en réalité, donc, c'est plutôt à la base orienté élus de la République, mais de manière transpartisane. Mais pas que les élus du cœur, ça peut être Alban, le papa de JB, qui a rejoint l'association et qui court avec nous. Ah, vous Ça n'êtes peut pas être- forcé d'être maire Non. pour vous rejoindre. Non, absolument pas.
Et les élus du cœur, c'est vraiment ces personnes qui veulent porter des causes comme cette première cause qu'on a portée et qu'on a à cœur de continuer de C'est pas soutenir. que pour nous. On va poursuivre éventuellement. Non, mais évidemment. Attends. On sera évidemment, enfin, c'est notre souhait. Nous, à titre personnel, tous les deux, nous, on continuera avec Mécénat et on va pas faire d'annonce. Mais dans l'association, il peut y avoir des gens qui se battent pour d'autres. Parce qu'il y a d'autres élus. Pas les t-shirts rouges, par contre. Et non, voilà. C'était beau, parce que moi, j'ai regardé les photos, là. Et ils sont un truc magnifiques, qu'on voit hein. pas, c'est que c'est quand même les plus beaux. Hein. Oui, c'est quand même les plus beaux. Avec les cœurs blancs et tout. C'est pour ça que les gens leur parlaient. Bah oui. C'est pas pour ça. Ils parlaient en anglais, en disant, vous avez trouvé où votre maillot? À chaque fois qu'on arrivait sur la ligne d'arrivée, c'était voilà comment ils nous disaient, les gants en rouge. Donc ça suscitait des questions. Donc on pouvait parler de l'association, mais les élus du cœur, on va continuer auprès de Mécénat. On va faire des annonces un petit peu plus tard, mais on a déjà 1 ou 2 projets à l'esprit qu'on va pouvoir annoncer avec... À l'esprit et dans les jambes, parce que et dans les jambes. Voilà, ça va... Cédric, on continue à le suivre. Oui. Vous le laissez faire. Je ne sais pas lui dire non. Non, parce que comme vous dites, quand il a que des idées un peu dingues. Ouais, mais je dois être un peu dingue aussi, Mais parce vous que êtes un peu ces dingue idées aussi, me plaisent. Et la folie, ça se danse. Ouais. Bon, écoutez, merci à tous, merci beaucoup Francine Merci Descartes, Patrice merci au Oxytocine. d'avoir reçu. Merci Cédric Jean-Baptiste. Merci à vous. Plus que merci, j'ai envie de vous dire tous bravo, quoi. Hein? Merci. Nous, merci. Bravo pour ce que vous faites. Merci Patrice, parce que Patrice, il a aussi Il a mouillé le maillot à la pétanque et sur le vélo. Sur le vélo Depuis des années, et comme quoi la gentillesse et la fidélité, ça se retrouve toujours. Il y a longtemps, hein, Patrice. Il y a longtemps. La pétanque, Et vous c'est vrai. remerciez, On a gagné à Montpellier. C'est vrai, On on a était en gagné finale. ensemble. On a gagné, je crois. On a gagné à Montpellier. Non, mais- Vous avez le niveau de J'ai jeu fait qu'il y pas mal avait. de vélo, j'ai même fait du Vous foot. remerciez J'ai d'avoir... même fait du foot. T'as fait du foot À la mi-temps de ce fameux match France-Irlande où il y a la main de Thierry Henry. Ah Voilà. oui. Non mais vous remerciez d'avoir animé le gala et puis d'être Oh, bah, ça, non, ça, partenaire de notre... Non, mais c'est un Non, homme non, du cœur. c'est- Il est élu du cœur, mais depuis longtemps à vie. Il est élu du cœur à vie. Bon, ben, on va l'emmener sur une prochaine Voilà. course, alors. La prochaine Alf, hein, Patrice? Allez. Allez. Half pint. Oui, absolument. Bravo et merci à tous. Merci. Merci.